Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 14 décembre 2024, épisode 125. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le CERT-FR nous informe sur des vulnérabilités multiples affectant IBM QRadar, Nagios 11 et Suricata. Un article sur l'optimisation de l'accès à distance avec OpenSSH sur Debian. Et enfin, la hotline de Radio Cessert où je réponds à deux auditeurs qui m'ont posé des questions sur les EDR ainsi que sur l'EPSS. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode. Toujours donner ses sources, c'est la base en cybersécurité. Le 13 décembre 2024, le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité concernant des vulnérabilités critiques dans divers logiciels. Je vous propose de faire un focus sur 3 produits utilisés dans le cadre de la cybersécurité. Plusieurs vulnérabilités ont été identifiées sur les produits IBM, notamment Cognos Dashboard on Cloud Pak for Data, QRadar Incident Forensics, QRadar SIEM et QRadar Suite Software. Ces failles permettent à des attaquants de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, un déni de service ou une atteinte à la confidentialité des données. Il est recommandé aux utilisateurs de ces produits de consulter les bulletins de sécurité d'IBM pour appliquer les correctifs appropriés. Bref, il faut patcher. Des vulnérabilités ont également été découvertes dans Nagios 11, une solution de surveillance des systèmes et réseaux. Ces failles peuvent permettre à un attaquant de contourner les politiques de sécurité ou d'exécuter du code arbitraire à distance. Les utilisateurs sont invités à mettre à jour vers la version 2024 R1.3.2 ou version ultérieure pour corriger ces vulnérabilités. Idem, on patch. J'espère pour vous que vous ne faites pas comme les administrateurs de Prometheus. Vous mettez vos interfaces Nagios librement accessibles sur Internet, qui a à minima l'authentification, quoi. Et enfin, la troisième vulnérabilité, elle touche Suricata, un moteur de détection et d'intrusion en réseau, un IDS, qui est également affecté par plusieurs vulnérabilités dans ses versions antérieures à la 7.0.8. Bien que les détails spécifiques n'ont pas été communiqués par l'éditeur, il est fortement conseillé aux utilisateurs de mettre à jour vers les versions 7.0.8 pour assurer la sécurité de leur système. C'est le CERT-FR qui le remonte, on ne discute pas. Si le CERT-FR le remonte, c'est que c'est tendu. On patch. Je vous propose maintenant un article qui permet de maîtriser OpenSSH sur vos plateformes Linux et particulièrement sur Debian Ubuntu. Alors, le titre en anglais, c'est vraiment le côté maîtrise de OpenSSH. On est plutôt dans le durcissement. Il faut savoir qu'OpenSSH est un outil essentiel pour l'accès à distance sécurisé sur les systèmes Debian. Il offre des fonctionnalités telles que l'authentification sécurisée, la communication chiffrée, le transfert de ports et le transfert de fichiers sécurisés via SCP ou SFTP. Pour installer OpenSSH, c'est assez simple, on fait apt-get install OpenSSH-server et assurez-vous que le service est actif avec un sudo systemctl statut SSH. Alors dans la cheville express, un peu de la provoque. Si vous êtes admin, vous savez ce que c'est qu'SSH et pas besoin. L'avantage de cet article, il tient sur 2 pages. Il vous permet de ne pas oublier ce qu'il faut faire pour faire du hardening de base, mais qui évite déjà un nombre important de compromissions. Changer le port, c'est une très bonne idée. Par contre, dans l'article, moi j'ai vu des choses qui m'ont piqué, ça m'a fait saigner. Au lieu d'avoir le port 22 sur SSH, on met le 2222, je sais pas, c'est connu dans tous les scripts qui disent à 2 balles dès que l'attaquant il a un peu d'expérience. Donc c'est pas ce port-là qu'il faut mettre, il faut aller beaucoup plus haut, par exemple. Et pareil pour le fait de supprimer le mot de passe, supprimer les accès root, que vous ne pouvez pas vous connecter avec le compte root sur une machine via SSH, ça peut sembler évident pour des vieux briscards, mais c'est des choses qu'on voit encore énormément, surtout quand on n'a pas le temps, qu'on déploie des machines, vous n'avez pas les bons playbooks si vous faites ça de façon industrielle. À lire, c'est passionnant, ça vous permet dans quelques minutes de durcir votre serveur, du moins durcir la partie SSH. Notre premier auditeur, qui a souhaité que je ne diffuse pas sa question et son message à l'antenne, m'a posé une question très intéressante sur le fait que des outils comme Wazoo offraient des écosystèmes complets et offraient une puissance importante grâce à son modèle open source. Grâce à son intégration à travers des outils comme MISP, OpenCTI, The Hive, il se posait la question pourquoi je n'avais pas proposé Wazoo pour des solutions plus matures et à destination des professionnels lors de ma présentation. Bref, en un mot, c'est un fervent défenseur de Wazoo et je le comprends, mais pour moi, ça restera toujours une solution qui n'est pas au bon niveau. Pourquoi ? Donc je vais te répondre, auditeur anonyme. Bon, j'ai son prénom, il me l'a quand même dit. De façon assez transparente. Et c'est vous qui m'avez soufflé la réponse dans votre question.
Une entreprise qui monte un SOC avec des outils open source et qui décide de déployer des composants technologiques, elle doit devoir s'appuyer sur des équipes et des compétences et avoir un budget qui corresponde à ses ambitions. Tout le monde pense que l'open source, on dit, c'est gratos au niveau du logiciel. Non, non, il y a l'intégration. Et l'intégration, c'est pas gratuit, c'est pas vrai. C'est du temps, c'est des ressources, c'est des compétences. On arrive sans difficulté à avoir une solution vraiment haut de gamme avec des composants précités, que ce soit Wazoo, MISP, OpenCTI, The Hive. Ce sont des outils qui sont performants, qui font le job vraiment très bien. Mais il y a une condition. Il faut disposer des compétences. Il faut avoir du temps à l'intégration. C'est-à-dire que le build de la plateforme, c'est pas quelque chose de neutre. Et surtout, c'est le fait d'avoir une réassurance possible auprès d'un tiers dans le cas. Alors, dans le cas de The Hive ou OpenCTI, il y a des entreprises qui sont derrière. Vous prenez StrangeBee ou Filigrane, c'est des boîtes qui ont pignon sur rue, il n'y a pas de sujet. Mais si vous faites ça tout seul dans votre coin et que vous dites j'installe ce produit et ça va le faire juste en faisant install.sh, bah non, ça va pas marcher comme ça. Il va falloir aussi des intégrateurs qui seront aussi sur le pont, mais par expérience, des experts qui vont maîtriser toutes ces briques différentes vont demander des ressources qui ne sont pas à la portée de tous, et en particulier des petites structures. Surtout, avant même de parler de budget, elles sont rares, elles sont extrêmement sollicitées. Alors, trouver quelqu'un qui vous installe un MISP, c'est facile. Vous faites le script, vous faites entrer, 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 vous avez un MISP d'installer. Il n'est pas configuré. Vous ne diffusez pas vos IOC dans un SIEM. Quand vous dites je mets un Wazoo et dans mon Wazoo, je vais aller chercher des infos qui soient sur MISP, par exemple, pour faire de la coloration, il va falloir un petit Splunk au milieu, il va falloir des petites choses. Tout ça, ça va demander de la ressource, de l'expertise. Et ouais, vous avez l'équipe, il n'y a pas de sujet. Donc, cher auditeur, je rejoins votre avis. Personnellement, moi, j'investis sur les hommes et pas sur les produits. Donc, je suis un peu comme vous quand je décide de prendre une solution open source, que ce soit MISP, OpenCTI, The Hive. Ce sont des outils que j'utilise et ils sont top. Mais il y a un budget derrière. Il y a des hommes, il y a des formations. Il y a tout ça qu'il faut mettre en ligne de compte. Donc, je maintiens ma position. Wazoo, c'est très bien pour découvrir. C'est très bien pour des petits périmètres, des petites configs. Quand vous commencez à avoir plusieurs milliers de serveurs, vous allez avoir des remontées d'informations qui vont venir de façon assez importante. Aujourd'hui, quand on parle de façon assez importante, par seconde, quand quelqu'un me dit j'ai 1000 événements par seconde on parle bien, hein, ça peut sembler impressionnant. Il y a des environnements, vous êtes à plus de 90 000 événements par seconde. Donc imaginez sur une minute, imaginez sur une heure. Et les solutions open source sont suffisamment robustes pour encaisser, mais derrière, il va falloir mettre la bonne pétoire. Aujourd'hui, c'est pas encore courant de voir des PME, des ETI acheter des serveurs pour faire du traitement de ce type de données avec plus de 1 Tera de RAM. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais merci beaucoup en tout cas pour ta question. Moi, je suis convaincu que toutes ces solutions sont vraiment des solutions d'avenir qui répondent à un besoin fort de notre part en tant qu'expert en cybersécurité. Mais aujourd'hui, j'appelle ça de l'orfèvrerie. Et si je devrais comparer ça par un sport mécanique, on est dans le NASCAR. Le NASCAR, c'est quoi? C'est des courses où vous tournez avec des voitures qui sont fabriquées de toutes pièces. Et votre voiture, vous devez la construire de zéro. C'est-à-dire que vous allez faire le châssis, vous allez récupérer un moteur et qui va être extrêmement modifié. Le but du jeu, c'est que ça tourne pendant pratiquement 300 tours. Donc, dans notre cas, la majorité des intervenants, ce sont d'excellents experts. Mais moi, les experts que je vois aujourd'hui sur le marché, il y en a très peu qui sont capables de courir en NASCAR. Et ceux qui sont capables de courir dans ce que j'appelle dans l'expertise de ces types d'outils, c'est des ressources hyper rares qui ont très peu de temps, très peu de bandes passantes pour être chez des clients. Et même quand vous avez les moyens, c'est très compliqué de les avoir. Mais les obstacles ne sont pas insurmontables. Car vous allez avoir une solution, je dirais, très proche en utilisant ces composants open source au moment du T0. Ce que j'appelle, vous avez l'idée du projet, vous décidez de le faire. Ce qui est intéressant quand on monte ce type de plateforme, et c'est l'expérience là que j'ai appris, que je partage avec vous, c'est que quand je fais le T0, c'est-à-dire que je démarre le projet, on va dire en 2023, on est au mois de janvier, on fait un cahier des charges, on commence à faire le build. Mais quand on arrive à janvier 2024, bah la menace, elle a changé. Ce qu'on recherche, ce sont des choses différentes. Et à moins que vous ayez prévu un système de playbook intergentable, etc., vous avez il y a un peu de build. C'est pas évident. Ça, voilà, on revient toujours pareil, ça demande des équipes et un peu de pognon. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la question. J'ai adoré. La prochaine fois que tu poses la question, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, tu étais en train de marcher, en train de courir. Je pense que ça devait être sur ta montre ou quelque chose comme ça, sur ton téléphone que tu étais en train de le faire. Ça m'a fait hyper plaisir. Par contre, ton message pour dire que je devais passer ni ton nom, ni ta société, ni quoi que ce soit, là, il est en clair. Tu étais au bureau, tu t'es rendu compte que tu t'étais lâché. J'ai adoré. Oui, bonjour, c'est Bastien. Je suis RSSI dans un groupe de PIP. Concernant le podcast d'aujourd'hui, tu as 2 liens sur CertFR qui ne fonctionnent pas. Il y a juste le troisième lien sur les unes.
Déjà, je te remercie aussi pour ton podcast que j'écoute de manière assidue tous les jours. Si tu peux, effectivement, comme tu l'as proposé, une petite question sur le focus CVSS et puis aussi parler de l'EPSS aussi poussé par le FIRST. Merci, bon courage et continue. Merci Bastien pour ces encouragements. Je vais essayer de répondre, mais c'est pas évident comme question. Mais tu as parfaitement raison Bastien. Les systèmes traditionnels de scoring comme le CVSS se relèvent insuffisants pour prédire efficacement les exploitations réelles. C'est dans ce contexte qu'intervient l'exploit Prediction Scoring System, ce qu'on appelle l'EPSS, qui est né en 2020 sous l'impulsion d'un groupe d'experts internationaux, OFER, c'est le fameux Forum of Incident Response and Security Teams. Son objectif est clair. Créer un système prédictif basé sur des données capables d'évaluer la probabilité d'exploitation de la vulnérabilité connue. La troisième version de l'EPSS marque une avancée significative, offrant une amélioration de 82% par rapport aux versions précédentes grâce à des algorithmes de machine learning perfectionnés. On n'est pas du tout dans l'IA, hein. Là on va travailler de façon extrêmement factuelle, mais il faut parler chiffres. Le modèle de l'EPSS va s'appuyer sur une base importante de vulnérabilité. Il y en a 192 035. 192 035 vulnérabilités analysées à l'aide de 1477 variables issues de multiples sources. Ces données vont inclure l'activité d'exploitation réelle et surveillée par des réseaux de capteurs globaux comme FortiGuard ou Grey Noise, la disponibilité de codes d'exploitation publics sur des plateformes telles que ExploitDB ou GitHub, les mentions et discussions sur des médias sociaux, notamment Twitter ou X aujourd'hui, des informations contextuelles comme l'âge des vulnérabilités et des failles spécifiques identifiées dans les descriptions des CVE, et toutes ces variables vont ensuite être exploitées pour prédire avec précision la probabilité d'exploitation sur une période de 30 jours. En termes d'efficacité, l'EPSS V3 surpasse, mais quand j'ai surpassé, le mot est faible, ça met une rouste même, largement les versions précédentes et les systèmes concurrents tels que le CVSS. Le CVSS, c'est un truc qui... Ouais, c'est pour faire peur au daron, quoi. On va voir son chef, on dit, tiens, j'ai une CVSS 10, il faut patcher, quoi. Mais il n'y a pas le contexte. Et avec ce score de probabilité, le PSS supérieur à 0,36, les entreprises peuvent atteindre une couverture de 67,8% de vulnérabilité exploitée, tout en limitant les efforts de rémédiation à seulement 3,5% des vulnérabilités publiées. C'est-à-dire que vous allez pouvoir couvrir votre parc à 67% rapidement, mais en ne vous concentrant que sur 3,5% de vulnérabilité publiée. C'est plutôt pas mal. Ça évite de cramer ses équipes. Ça demande un peu de maturité, d'exercice. Mais quand je compare avec un système basé sur les scores CVSS, qui eux vont nécessiter un effort, mais c'est juste le jour et la nuit, quoi, beaucoup plus important, beaucoup moins précis, parce qu'on va patcher des choses qui ne seront jamais exploitées. Et pour moi, c'est vraiment l'un des plus grands apports de l'EPSS, c'est la possibilité de concevoir des stratégies adaptées aux capacités des entreprises. Que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, pour une petite organisation, vous allez pouvoir privilégier des stratégies axées sur l'efficacité. Vous allez maximiser le nombre de vulnérabilités exploitées, corrigées, tout en minimisant les efforts. Mais à l'inverse, pour des grandes entreprises, on peut accepter une moins bonne efficacité pour une couverture plus large. Un exemple concret, c'est la comparaison entre les vulnérabilités répertoriées dans la liste KEV, la fameuse GNO Exploited Vulnerability de la CISA, et celles avec des modules de Metasploit. Bien que la liste KEV soit concise et efficace, Metasploit offre une couverture 3 fois supérieure avec une efficacité légèrement améliorée. Et si on regarde les perspectives et les implications, le PSS représente vraiment c'est le game changer. Ils disent un bond en avant, moi j'appelle ça un game changer, dans la manière dont nous, entreprises, on peut anticiper et répondre aux menaces. Mais il y a des limites quand même, c'est pas un tableau blanc, c'est pas du... Par exemple, le modèle repose principalement sur des données publiques et sur des vulnérabilités accessibles, c'est-à-dire sur des zero day qui vont sortir immédiatement, ce genre de choses. Là, il y a des points faibles. De plus, des questions restent ouvertes sur la façon dont les acteurs malveillants pourraient adapter leurs tactiques face à ces nouvelles approches. Ce qui est intéressant dans les différentes lectures de la norme EPSS, et donc celle du FIRST que vous m'avez demandé, Bastien, c'est que les auteurs vont souligner qu'il a été conçu pour évoluer. C'est-à-dire que c'est pas une norme qui va rester, c'est pas un standard qui va rester figé. Et à mesure que de nouvelles données sont intégrées, que des techniques de modélisation progressent, le PSS continuera à s'affiner, il y aura des nouvelles versions, et c'est un projet qui est vraiment né d'un effort communautaire mondial. Le FIRST, c'est là où il y a tous les CERT et tous les CCERT mondiaux, ceux qui sont arrivés à des bonnes tailles. Vous allez avoir des CERT gouvernementaux, des CERT industriels, des CERT financiers, vous allez avoir des CERT d'entreprises de services, vous allez avoir des registrars, des opérateurs de télécommunications. C'est juste le bon endroit pour discuter de ça. Et avec le PSS, aujourd'hui, à mon sens, c'est juste mon avis,
Mais les entreprises disposent d'un outil puissant pour vraiment faire face à un paysage de menaces en constante évolution. J'espère ne pas être trop hors sujet ou être trop académique scolaire, mais tu as parfaitement raison, Bastien. Le PSS, c'est vraiment la variable d'ajustement à prendre sur le patch management. Quand je vous parle des vulnérabilités tous les jours, c'est clair que si vous avez une CVSS 10 sur, par exemple, un processeur ou sur un firmware d'un de vos serveurs, ça va être plus facile de faire une rémédiation si vous êtes dans des data centers sécurisés. Il y a 3 personnes à surveiller, ça va le faire. Maintenant, c'est sur votre site web, oui, vous avez une CVSS 10, il faut la corriger. Ouais, c'est pas mal. Merci pour toutes ces questions. Et voilà, cet épisode de Radio CERT du samedi 14 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser des messages. Je trouve ça très sympa de bosser sur les use cases et sur les questions que vous me posez sur la hotline de Radio CERT. Si vous avez des questions, des suggestions de sujets, que vous voulez avoir des compléments, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CERT au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain dimanche pour un nouvel épisode. J'ai encore des questions d'auditeurs que je dois mettre en ligne. Et au revoir. Alors juste avant de dire au revoir, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours pas récupéré ma voiture. Le garage m'a dit qu'il n'avait pas eu le temps de travailler dessus. Ça fait une semaine. Mais il va être sympa, il me propose à partir de lundi prochain de me prêter une voiture. Ouais, c'est bien, je pourrais être au bureau, moi. C'est cool. Au revoir. C'est des vrais sujets, il n'y a pas que la cyber. On est samedi.